Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième vidéo de la série sur FreeRTOS sur STM32. Donc dans cette vidéo, on va faire un focus sur comment la mémoire est gérée dans FreeRTOS. Je vous rappelle, ça fait suite à la première vidéo où on parlait du heap. Donc ici, on va voir comment est organisé le heap et comment est-ce qu'on peut un petit peu le configurer et l'optimiser pour votre propre application. Donc cette vidéo elle est basée toujours sur le support du MOOC qui a été fait sur ST, donc vous retrouverez dans le lien de la première vidéo et également sur Moodle et sur Teams pour mes étudiants. Donc le heap sur FreeRTOS, donc c'est une région de la mémoire qui est codée, qui est réservée dans la RAM. Et en fait, c'est le bloc mémoire complet qui est utilisé par FreeRTOS pour absolument tous ces services. Les tâches, les queues, les timers, les sémaphores, les mutex, toutes les variables que vous allez créer dans FreeRTOS à l'intérieur de vos tâches et quand vous utilisez FreeRTOS, eh bien, il va utiliser ce fameux heap, ce fameux bloc mémoire. Attention, ce bloc mémoire est différent, on va dire, est intégré dans le bloc mémoire de la mémoire principale qui est définie par le linker lorsque vous buildez votre projet STM32. Si vous avez fait un petit peu de configuration mémoire avec le linker de STM32, vous avez vu qu'on peut faire de l'allocation dynamique en utilisant malloc et free en C. Il ne faut pas utiliser malloc et free quand vous utilisez FreeRTOS. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je vous le dis, vous travaillez avec un heap spécifique à FreeRTOS et pas le heap complet de la mémoire du microcontrôleur. Donc il y a des fonctions qui sont propres à ce heap, qui sont PV, donc je vous rappelle la définition des fonctions pour private, pour malloc, et PV pour free. Alors, le gros avantage de FreeRTOS, c'est que, et surtout de travailler avec STM32 et CubeMX, donc la partie graphique, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de manuellement utiliser PV pour malloc et PV pour free, puisque toute la partie graphique va générer du code pour vous, et donc va faire ce travail de découpage de blocs et de sélection de la mémoire et d'allocation dynamique pour vous. Donc c'est un gros avantage. Du coup, FreeRTOS, en fait, il vous propose plusieurs façons de gérer la mémoire. On va les voir ensemble. Vous trouverez plus de détails sur ces méthodes de gestion, donc je vous ai mis ici un petit lien si vous êtes intéressé pour creuser un petit peu plus loin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez choisir, enfin, vous devez même choisir le total heap size, donc c'est dans la config, lorsque vous configurez FreeRTOS avec la partie CubeMX qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est à vous de déclarer ce total heap size, c'est-à-dire la taille totale du heap que va utiliser FreeRTOS. Alors ça, c'est un petit peu difficile de l'apprécier parce que lorsque vous commencez à développer avec FreeRTOS, vous n'avez pas forcément une vision de la taille totale que va prendre votre code, et c'est-à-dire toutes les tâches, queue, timer, etc. Donc pour ce faire, il y a en fait des fonctions de debug qui vont vous permettre, au fur et à mesure du déroulement de votre programme, de pouvoir regarder combien de tailles restantes il vous reste dans le heap que vous avez déclaré. Alors, on va aller un petit peu plus en détail et on va s'intéresser aux tâches déjà. Donc comme je vous l'ai présenté dans la partie numéro 1, chaque tâche occupe un bloc mémoire du heap. La tâche est découpée, le bloc mémoire qu'utilise cette tâche est découpé en deux parties. Le TCB pour le Task Control Block, qui est un petit peu la fiche d'identité de la tâche, on va dire le noyau de la tâche. C'est quelque chose que
qui est fixe si vous voulez. Et puis après, c'est toute la taille dont vous avez besoin pour déclarer les variables et les utiliser de votre tâche. Donc si on s'intéresse au TCB, en fait le TCB, on peut déterminer sa taille exacte. Alors ça va dépendre des options que vous choisissez. Je vous rappelle que dans FreeRTOS, vous pouvez activer ou désactiver certains modules. Si vous avez une configuration minimum où vous avez désactivé tous les modules additionnels en fait, eh bien la taille du TCB c'est de 24 mots. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que 24 mots? Un mot c'est un emplacement mémoire, donc une case mémoire. Donc nous on travaille avec le STM32F407 et ce STM32, comme son nom l'indique, 32 c'est pour des blocs, des tailles de mots de 32 bits. Donc le TCB va faire 24 fois 32 bits. On peut s'amuser à prendre la calculatrice. Donc 24 fois 32 bits, ce qui fait 768 bits. On va parler en octets, donc on divise par 8, soit 96 octets. Le TCB, en config minimale, occupe 96 octets. Je vous l'ai rappelé ici. 96 octets pour son fonctionnement. Donc ça, c'est le minimum. Après, bien sûr, vous allez rajouter de la taille si déjà vous activez certaines fonctionnalités dans le TCB. Par exemple, si vous activez Task Notification, ça va ajouter 8 octets. Trace Facility, ça va ajouter 8 octets. Et Mutex, ça va ajouter également 8 octets. Mais ça, c'est le TCB. Le TCB, c'est la fiche d'identité de la tâche. Donc ça occupe déjà une certaine place. Mais après, il faut rajouter la place que vous voulez avoir pour pouvoir bien déclarer vos variables, stocker vos résultats de calcul de chaque tâche. Donc là, je parle uniquement à l'intérieur d'une tâche. Et donc ça, eh bien, c'est à vous de l'apprécier, cette valeur-là. Alors bon, je ne vous cache pas, ce qui est fait, généralement, c'est qu'on laisse par défaut et puis on attend que ça pète. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir des problèmes. Et si on voit que la taille dépasse, eh bien, on remonte un petit peu la taille du stack de la tâche. Attention, comment est-ce qu'on définit cette taille de stack? Cette taille de stack, en fait, vous la définissez quand vous créez une tâche. Alors il y a deux façons de créer une tâche. Donc on utilise l'API CMSIS. Là je vais vous montrer des fonctions de l'API CMSIS. Je ne vous montre pas la vraie fonction native de FreeRTOS, mais vous l'avez vu, sur STM32 on va utiliser CMSIS. Vous faites attention, là il y a une première variante. Dans cette présentation, j'écris OSThread-def pour OSThread-definition pour définir une tâche. Ça, c'est si vous utilisez le CMSIS version 1. Si vous utilisez version 2, ça ne va pas être la même chose. D'ailleurs, on peut le voir. On va reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois, la petite démonstration, et je vais aller dans la fonction principale, le main.c. Et donc je vous rappelle, la dernière fois on avait créé une tâche défaut et une autre tâche qu'on avait appelée tâche 2. Et je vais regarder le code qui était généré automatiquement par CubeMX pour créer ces tâches. Et pour créer ces tâches, en fait, je vois qu'il utilise non pas OSThread-def mais OSThread-new. Ça, c'est parce que j'utilise la nouvelle version de CMSIS. Bon, c'est pas bien grave. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que vous allez donner le stack size, donc la taille du stack que vous avez choisi, en paramètre de la fonction. Alors on peut regarder. Ici, en fait, j'ai un point, je mets l'adresse ici d'une variable, et si je vais aller regarder cette variable-là, elle est définie un petit peu avant, ici, comme constante, et je vois qu'ici, en fait, c'est une structure, et à l'intérieur de cette structure, j'ai le nom de la tâche, j'ai sa priorité et j'ai la taille de la pile, la taille de stack size. Donc ici, c'est 128. Alors, 128 x 4. Pourquoi le x 4? Eh bien, parce que le stack size que vous passez en paramètre, il n'est pas défini il faut le définir en mode 32 bits et non pas en octets.
Donc il faut multiplier par 4. Je vous le mets ici. FreeRTOS a besoin d'allouer dans le heap pour chaque tâche, donc le nombre de bytes qui est égal à la taille comment ça s'appelle, du TCB. Donc ça c'est notre taille de PCB, plus 4 fois la taille du stack que vous définissez. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est tout le temps multiplié par 4. Donc ici, la taille, j'ai choisi 128 octets. Donc la tâche numéro 2, en fait je n'ai pas choisi, je l'ai laissé par défaut. Donc UBMX, elle va faire 128 octets. D'ailleurs, si on revient sur l'interface graphique, donc tout ce code-là que je vous présente a été généré à partir de la solution graphique que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Si je vais dans tâche EQ ici, et on voit que stack size c'est à 128. Si je double-clique là, je peux changer à tout moment le stack size. Ici, je régénère le code, et puis bien sûr, j'aurai le code qui a changé ici. Ok. Donc voilà comment fonctionne la création d'une tâche et sa définition de son emplacement mémoire. Alors, maintenant, vous allez déclarer plusieurs tâches et vous allez vous poser la question. Donc chaque tâche, vous avez le TCB qui est la partie fixe, qui est assez facilement finalement quantifiable, et vous avez une partie ici pour chaque tâche de stack que vous pouvez choisir à votre guise. Vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de mettre le même pour chaque tâche, mais que vous devez apprécier. Et la somme de tout ça, alors à ça il faut rajouter bien sûr les autres fonctionnalités de FreeRTOS comme les sémaphores, les mutex, etc. Et à toute l'addition de tous ces TCB plus stack de tâches, sémaphores, mutex, etc. va donner la taille totale du heap. Okay. Alors, on va déjà s'intéresser à la taille de la tâche. À l'intérieur de la tâche, effectivement, donc il y a cette partie fixe qui est le TCB, et cette partie qui est appréciable, qu'est-ce que je mets? Là, j'ai mis 128, mais bon, est-ce que j'ai besoin de plus, de moins, etc. Alors, moi, en tout cas, moi, ma façon de travailler, c'est de mettre des tailles de tâches assez élevées. Par exemple, là, j'ai un projet où je n'ai pas de tableau, où dans les tâches, je vais avoir des variables qui ne vont pas s'incrémenter en taille au fur et à mesure de l'exécution de la tâche. Donc, je vais mettre une taille fixe assez grande par rapport au nombre de variables que je vais créer. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, si j'ai besoin de déclarer 4 variables, 4 entiers, donc un entier c'est 32 bits. Donc, je vais avoir 4 fois 32 bits, ça me donne 128. Je divise par 8, ça me donne 16 octets. Je vais définir ma tâche de 128 octets, donc je la laisse par défaut. Et puis, je vais coder ma tâche comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre du code en debug pour débugger. Et vous pouvez utiliser une fonction de FreeRTOS qui est bien utile, qui s'appelle UX. Donc UX, je vous rappelle, ça va retourner un unsigned et un type base. Task, parce qu'il va agir sur la tâche, il est défini dans task.c. Et get stack high watermark. Et en fait, cette fonction-là va vous retourner un nombre en octets, et c'est le nombre d'espace qui est non utilisé à l'intérieur du stack size total de la tâche dont vous avez appelé cette fonction. Et ça, c'est super utile du coup, parce que ça me donne en gros ce que j'ai pas besoin, c'est-à-dire la taille libre. Donc je pourrais très bien ensuite ajuster la taille du stack par rapport à cette taille libre, donc la réduire d'autant de la taille libre. Alors faites très attention quand vous faites ça, puisque à l'intérieur de la tâche, il faut être sûr de lancer cette fonction uniquement lorsque vous occupez l'espace mémoire maximal de la tâche. Alors si vous avez déclaré par exemple 4 variables en statique, c'est facile. Vous les déclarez en statique au début de la tâche et elles sont allouées, elles sont réservées, les emplacements qui sont réservés dans la mémoire, et puis ces emplacements ils sont jamais détruits.
Donc là, il suffit, après d'avoir initialisé ces variables, les appeler, et basta, c'est nickel. Enfin, appelez cette fonction, et vous aurez la taille qui est libre, et vous pouvez réduire d'autant le stack. Par contre, si vous avez des tableaux dynamiques, par exemple, qui vont s'incrémenter ou se décrémenter en fonction de ce que vous mettez dedans, ben là, il faut faire très attention parce qu'en fait, il faut toujours vous placer dans le pire des cas, c'est-à-dire où vous faites travailler votre tâche où elle va occuper le plus d'espace mémoire possible pour déterminer l'espace mémoire restant qui est libre. Donc voilà, c'est un super outil, hein, cette petite API, enfin cette fonction via l'API de FreeRTOS, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment, si je puis dire, à l'intérieur de la tâche pour pouvoir optimiser le code. Alors FreeRTOS, il va allouer dans le heap, comme je vous ai dit, pas uniquement des tâches, hein, mais il va allouer, excusez-moi, toutes les autres fonctionnalités. Donc par exemple pour les queues, ça va aussi réserver de l'emplacement mémoire pour pouvoir stocker ce que vous mettez les variables que vous mettez dans les queues. Donc c'est toujours pareil, il y a un élément fixe et il y a un élément variable en fonction de la taille de la queue que vous avez choisie. Donc l'élément fixe, c'est qu'il occupe 76 octets, une queue, et puis après, ça dépend de la taille de la queue que vous avez choisie. Si vous avez choisi une queue de 16 octets, vous rajoutez 16 octets là-dessus. Donc les queues, ça marche comme ça. Concernant les timers, alors les timers, faut faire un petit peu attention. Pourquoi? Parce que les timers, au niveau de l'allocation mémoire, c'est vu comme une tâche, à peu près. Et je parle au niveau de l'allocation mémoire, hein, je ne parle pas au niveau du fonctionnement de FreeRTOS. Mais on va allouer la mémoire au timer à peu près comme une tâche. C'est-à-dire que on va avoir un emplacement qui est un minimum qui est fixe, où vous déterminez par exemple la priorité du timer, etc. Et après, en fait, vous allez allouer un stack au timer. Alors faites attention, là vous irez voir ma vidéo sur les timers. Les timers, vous devez appeler, quand le timer sonne, une fonction, appelée callback. Cette fonction n'est pas une tâche. Hein. Callback peut être appelé uniquement lorsque le timer sonne. Il ne peut pas être élu par le scheduler et être exécuté. Donc c'est la grosse différence entre un callback, une fonction callback, et une tâche, qui est aussi une fonction en C. Okay. Mais ce callback, c'est une fonction en C. Dans cette fonction en C, vous faites ce que vous voulez. Donc vous déclarez des variables, etc. Et donc ces variables, où est-ce qu'elles sont allouées en mémoire? Vu que ce n'est pas une tâche, elles ne vont pas être allouées dans la tâche. Eh bien, elles vont être allouées dans un stack qui est propre au timer. Et vous devez définir ce stack. Pareil en Mo. Du coup, on retombe sur la même chose que le même raisonnement que pour le stack ici, d'une tâche. Par contre, faites attention, la fonction task get stack height watermark, qui vous renvoie la taille libre de la tâche en question, ne fonctionne pas pour un timer, puisque, comme son nom l'indique, elle concerne les tâches. Okay. Et donc, voilà pour les timers. Et pareil, donc ici, je vous mets pour le timer le stack de base. Et puis après, le timer, vous devez définir un stack et puis vous le multipliez par 4 et ça vous donne la taille en bytes que vous mettez quand vous paramétrez le timer. Si vous n'utilisez pas de timer, je vous conseille, même plus que fortement, de désactiver le module timer, ici, parce que si vous n'utilisez pas de timer dans votre code, mais vous avez quand même activé le module timer, il va au moins réserver d'emplacement pour le TCB du timer, si vous voulez. Donc vous allez manger de l'emplacement mémoire pour rien du tout, pour une fonction dont vous n'avez pas besoin. Donc vous pouvez désactiver avec config use timer lorsque vous paramétrez le FreeRTOS. Concernant les sémaphores, alors les sémaphores et les mutex, là je vais parler des sémaphores et des mutex binaires. C'est une taille fixe, hein, donc c'est 88 octets. Voilà, tout simplement. Pareil, alors les sémaphores, il me semble que ce n'est pas désactivable dans FreeRTOS.
C'est une fonctionnalité en fait dans la config minimum du noyau de FreeRTOS, il est toujours activé. Les mutex, vous pouvez le désactiver. Pareil, avec config use mutex, et donc vous économisez un petit peu de mémoire. Alors voilà, donc vous voyez que cette mémoire, eh bien, il y a plusieurs occupants en fait qui vont allouer certaines parties pour pouvoir s'exécuter. Alors il y a quand même quelque chose qu'il faut que je pointe, que je n'ai pas dit jusque-là, c'est que les blocs mémoire utilisés, que ce soit la tâche, les sémaphores, les queues, les timers, doivent être continus. Ça veut dire que si j'ai besoin par exemple de 128 octets pour ma tâche, je dois trouver 128 adresses libres continues dans le heap pour que je puisse positionner ça. D'accord. Enfin, quand je dis je, c'est le linker qui fait ça automatiquement, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est très important, vous allez le voir pour la suite. Donc, je reviens un petit peu sur l'optimisation de cet espace mémoire. Donc, grâce à cette petite fonction task get stack high watermark, vous allez pouvoir voir combien à l'intérieur d'une tâche, combien de pourcentage vous occupez dans le stack que vous avez déclaré, parce que ça vous renvoie le nombre d'octets qui est libre. Néanmoins, comment ça se passe si vous réduisez la taille au minimum syndical et en fait vous avez trop réduit. Donc, vous avez trop réduit la taille et du coup la tâche pour s'exécuter, elle n'a plus assez de place. Alors il faut savoir que en fait la tâche elle va toujours avoir assez de place. C'est juste qu'en fait elle va aller écraser en écrivant dans les variables ou en définissant une variable, elle va aller écraser la tâche d'en dessous. Donc vous comprenez bien que ça va poser de gros problèmes. Si vous déclarez Toto dans la tâche numéro 1 et Tata dans la tâche numéro 2 et que Toto et Tata sont déclarés sur la même adresse, quand vous écrivez 1 dans Toto, ça va mettre 1 dans Tata. Donc ça, c'est pas ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un overflow. Et dans FreeRTOS, il y a un mécanisme de détection plutôt, des overflows. Il y a une fonctionnalité à activer qui s'appelle vApplication Stack Overflow Hook. Et donc, c'est une fonction qui renvoie un void ici. Et cette fonction s'appelle Application Stack Overflow Hook. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En fait, vous allez activer dans la config Check for Stack Overflow. Et quand vous faites ça, et qu'un overflow est détecté par FreeRTOS, il va automatiquement, un peu comme une interruption, il va aller appeler cette fonction. Et cette fonction, en fait, elle est vide. C'est vous qui l'écrivez. Donc, dans votre main, vous rajoutez la définition de cette fonction-là. Et dedans, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez allumer une LED en rouge. Vous pouvez allumer la LED rouge sur la carte. Et en faisant ça, en fait, ça vous permet de détecter qu'il y a eu un overflow. Okay. Donc c'est assez pratique. Pareil, vous pouvez aller visualiser l'ensemble des données présentes dans la tâche pour voir un petit peu où l'overflow, sur quoi l'overflow a impacté, etc. Donc ça c'est assez utile quand vous voulez optimiser votre espace mémoire. Vous avez donné une taille fixe et puis maintenant vous savez que cette taille fixe, elle est largement suffisante et que vous voudriez réduire au minimum. Eh bien, cette fonctionnalité avec cette fonction-là également, couplée avec cette fonction-là également, va vous permettre d'ajuster au plus proche la taille mémoire nécessaire au bon fonctionnement de la tâche. Ça, on l'a sur la tâche, mais on l'a également sur le heap global, avec export get free heap size, en activant dans la config total heap size là. Ça va vous permettre de savoir l'espace libre total dans le heap. Donc en fait, ça c'est pas mal parce que ça vous permet de savoir si vous pouvez créer une nouvelle tâche ou pas. Alors attention, je mets un gros bémol là-dessus. Je vais mettre 2 bémols. Le premier bémol, c'est qu'en fonction de la méthode de gestion de la mémoire, ça peut être représentatif ou pas. On va le voir juste après. Il y a des méthodes de fonctionnement qui allouent dynamiquement de la mémoire. Donc, c'est pas parce que vous avez un stack, par exemple, de 1 méga
un heap de 1 méga et que vous pourrez par exemple mettre... vous avez un heap de 1 méga et vous avez 20 tâches qui font 100 kilos. Ça passe pas. Parce que 20 fois 100 kilos, ça fait, grosso modo, j'arrondis, ça fait 2 mégas. Donc ça passe pas dans le heap de 1 méga. Sauf qu'on va voir qu'avec certaines gestions de la mémoire, et si toutes les tâches ne sont pas déclarées en même temps, eh bien, vous pouvez très bien utiliser 20 tâches de 100 kilos dans 1 méga de heap size. Si vous avez jamais plus de 10 tâches déclarées en même temps. En fait, ça va détruire et ça va laisser de la place pour les autres. Donc ça, c'est un premier bémol. Quand vous regardez ce que vous recevez avec Get Free Heap Size, il faut prendre en compte ça. Et le deuxième bémol, qui est un gros bémol, que bon nombre de personnes ne se rendent pas compte, de débutants ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, il vous renvoie tout l'espace libre. Mais je vous ai dit juste avant qu'il faut que les espaces soient contigus. Alors, on va faire un petit dessin pour un petit peu illustrer les propos que je suis en train de dire. Donc, ici, j'ai mon heap global. Ok. J'ai une première tâche qui va utiliser, je sais pas moi, 20% du heap. J'ai une deuxième tâche qui va occuper ici 50%. D'accord? Donc là, il y a 70% du heap qui est occupé ici. Donc ça, c'est la tâche 2. Ça, c'est la tâche 1. Donc, si je lance la fonction qui s'appelle getFreeHeapSize, il va me retourner, bon, il retourne en octet, pas en pourcentage, mais c'est pour la démo. Il va retourner ici 30%, puisque j'ai 70% qui est occupé, 30% qui est libre. Nickel. Donc, si j'ai une nouvelle tâche qui occupe 30%, je pourrais la mettre. Maintenant, cette tâche numéro 2, elle est détruite. Elle n'est plus utilisée. Et il y a la tâche 3 de 30% qui arrive après. Et la gestion de la mémoire, elle s'organise... Pardon. Hop. Excusez-moi, on va pas faire ça. On va gommer ça. On va considérer qu'on a une tâche de 35% qui arrive. Donc je vais être un petit peu en dessous, je vais être là. 35%. Ok. Et en fait, ce qui se passe, suivant la gestion de la mémoire que vous avez, eh bien, il va vous dire qu'il reste libre ici 100 moins 20 plus 35, c'est 45%. Mais le truc, c'est que avant, on avait une tâche de 50% qui était utilisée. Maintenant, cette tâche, elle est réduite à 35%. Mais l'allocation fait que ça, c'est toujours alloué. C'est réservé. Il y a cette petite partie-là qui est libre, mais c'est quand même réservé. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas mettre une tâche qui occupe 45%. Par contre, on pourra mettre une tâche qui occupe ici 15% et une tâche ici qui occupe 30%. Ça marchera. Vous voyez, donc en fonction comment la mémoire est gérée, les allocations et les désallocations de mémoire sont gérées. Quand vous appelez cette fonction getFreeHeapSize, vous aurez la valeur de l'espace total qui est libre, mais ce n'est pas l'espace contigu. Ce n'est pas les adresses qui sont les unes en dessous des autres, forcément. Donc faites très attention à ça. Ça, c'est le deuxième bémol. Voilà, petite mini-conclusion avant de passer sur la config des différents gestions de la mémoire. Donc, le truc, pour pouvoir économiser de la mémoire du heap, déjà, le truc de base, avant vraiment de gratter un petit peu sur les espaces libres, c'est de se poser la question, quel est le nombre minimal de tâches dont j'ai besoin? Ça ne sert à rien de faire 5 tâches
s'il y en a 4 qui sont synchronisées entre elles et que finalement vous pouvez faire les actions des tâches dans une seule. D'accord? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est c'est de désactiver tout ce dont vous n'avez pas besoin dans la config. Ça va minimiser l'espace mémoire occupé, l'espace mémoire kernel si vous voulez occupé. Donc par exemple, si vous utilisez PayTimer, vous pouvez désactiver en faisant dans la config use timer 0. Pareil pour les mutex. Et il y a un troisième truc dont je ne vous ai pas encore parlé, que peu de personnes utilisent, en fait, j'ai remarqué, c'est les priorités. En fait, les priorités, elles occupent la définition de la priorité d'une tâche occupe de la mémoire. Par exemple, si vous déterminez une tâche, vous avez 4 tâches, vous voulez mettre 4 priorités différentes. Moi, je vous conseille très fortement de mettre les priorités 1, 2, 3, 4. Et ne faites pas 10, 20, 30, 40 par exemple. Ça revient au même. La 10 va être plus prioritaire que la 20, que la 30, que la 40. Donc c'est le même fonctionnement. Le scheduler, il va comprendre la même chose. Mais en fait, FreeRTOS, c'est pas un bug, hein, c'est son fonctionnement. Quand vous faites 10, 30, 20, 30, 40, en fait, il va créer 40. Il va pas créer 4 priorités, il va en créer 40. Et chaque priorité, il y a une petite définition de la priorité et ça occupe un tout petit bout de RAM, mais ça occupe un petit bout de RAM, un petit bout du heap. Okay, et donc, si vous définissez vos priorités comme ça, et ben en fait, vous allez avoir 40 priorités différentes de définies dans FreeRTOS, alors que vous en utilisez que 4. Donc voilà, c'est un petit tips pour encore plus économiser de la RAM. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les tailles que peut prendre, enfin pourquoi ça prend cette taille et comment on alloue ou on choisit les tailles de chaque bloc, des tâches, des sémaphores, des timers, etc. et de ce qui est un petit peu invariable. On va voir comment tout ça est géré dans le heap. Où est-ce que c'est placé dans le heap, etc. Donc c'est la gestion de la mémoire. En FreeRTOS, il vous propose des méthodes de gestion. Ces méthodes de gestion, vous pouvez les voir quand vous allez sur l'interface graphique. Enfin, vous pouvez en choisir une quand vous allez sur l'interface graphique. Donc on va y aller. Donc je reprends mon interface graphique de démo. Je vais dans la configuration. Je vois ici par exemple le minimal stack size, hein. Donc ça c'est la taille minimum pour chaque tâche que je vais déclarer. C'est pour ça que quand je déclare une tâche par défaut c'est 128, je peux le régler ici. Et ici j'ai une memory management setting, donc j'ai le total heap size, donc ça c'est la taille totale de mon heap, donc là ça fait 15 kilooctets, j'ai laissé par défaut, hein. Et là j'ai memory management scheme, et en fait je peux choisir entre 5 méthodes différentes. Et je vais vous les présenter. Alors par défaut, CubeMX il me propose la 4. Honnêtement, moi je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire quand vous développez votre application, vous n'en êtes pas au point où vous l'optimisez. Vous laissez par défaut. Vous voyez si ça pète ou pas, hein, avec les 15 kilooctets. Si ça pète, vous en remettez un peu plus. Et puis, une fois que tout est OK, eh bien là, vous commencez l'optimisation. Donc, comment est-ce que ça marche? Globalement, pour toutes les stratégies, sauf la 3, et ça je vous l'ai présenté, si vous vous souvenez, dans la partie 1, dans la vidéo partie 1, eh bien, FreeRTOS alloue réserve un emplacement de la mémoire du microcontrôleur, qu'on appelle le heap pour FreeRTOS, qui est la partie jaune, et il va travailler là-dedans. Donc en fait, dans FreeRTOS, il ne voit pas ce qu'il y a en dehors. Il n'a pas accès à ce qui est en dehors de ce carré jaune, de ce rectangle jaune. Okay. Qu'est-ce qu'on a en dehors? En fait, en dehors, on a la partie pour le main, pour tout ce qui est dur en fait, enfin tout ce qui est en dehors de l'OS, tout le code que vous avez en dehors de l'OS et qui utilise des variables. Hein. On est d'accord que là, on est sur de la mémoire data. Hein. Donc de la mémoire data, c'est toutes les variables qu'on va utiliser. C'est pas le code que l'on produit. Le code que l'on produit, il est programmé en programme memory. Okay. Donc si dans le main vous avez besoin de déclarer 4-5 variables, etc., ça va venir ici.
avant de lancer FreeRTOS. Okay. Donc vous comprenez que les tâches ne pourront pas utiliser des variables que vous avez déclarées dans le main. Hein, si vous faites int toto dans le main, vous ne pourrez pas le voir dans la tâche après dans FreeRTOS. Donc c'est décorrélé. Et puis pareil hein, pour les IRQ, pour les interruptions, c'est en dehors de FreeRTOS. Et à l'intérieur de FreeRTOS, eh ben, c'est ce que je viens de vous décrire tout à l'heure. Hein. Chaque fois que vous créez une tâche, vous avez la partie fixe, donc le TCB, 88 octets si vous êtes au minimum, puis après ce que vous avez déclaré. Pareil pour les queues, pareil pour les sémaphores, etc. etc. Juste un petit aparté, la stratégie numéro 3, elle mange le main. C'est-à-dire que FreeRTOS, dans le heap de FreeRTOS, vous aurez aussi le heap du main. Okay. Donc là, ça demande un peu plus de... En pratique, dans votre projet STM32, FreeRTOS, il va aller écrire dans le linker pour pouvoir faire ça. Bon, après, c'est pareil, c'est transparent pour vous, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, essayez d'avoir ça en tête quand je vais vous présenter les stratégies, que voilà, on va travailler, les stratégies que je vais vous présenter font travailler la mémoire uniquement dans la partie jaune, dans le heap de FreeRTOS. Ok, première stratégie, très simple, mais très efficace également, c'est le Use First Fit Algorithm. Donc c'est la méthode la plus simple, c'est une méthode qui est déterministe, c'est-à-dire que vous avez une tâche, vous allouez un bloc mémoire, et ce bloc mémoire, il reste alloué tout le temps. Basta. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si vous avez 3 tâches, vous allez allouer 3 blocs mémoire dans le heap. Gros avantage, c'est très simple, donc il n'y a pas de gestion de la mémoire à avoir. Parce que quand je vous parle de gestion de la mémoire, hein, je vous parle d'un algorithme qui va aller allouer, désallouer dynamiquement la mémoire. Donc qui dit algorithme qui fait des choses, dit temps processeur utilisé. Donc vous allez utiliser du temps processeur rien que pour faire de l'allocation mémoire. Ici, vous allouez au début, ça reste fixe tout le long. Donc en fait, vous optimisez les performances d'un certain côté. Vous optimisez les performances du microprocesseur, par contre, vous n'optimisez pas la taille de la mémoire. Avec ça, vous avez besoin d'autant de mémoire que chaque tâche, queue, message, sémaphore a besoin. Donc là, le heap, il est facile à calculer. Parce qu'une fois que vous avez réussi à déterminer toutes vos tâches, toutes vos sémaphores, etc., combien de tâches ça prend, combien de blocs ça prend dans le heap, combien de bytes, et ben en fait, après, vous savez que ça ne va plus bouger. Donc, vous êtes tranquille. Cette méthode-là, elle est aussi, elle fait sens si, par exemple, vous ne détruisez jamais vos tâches. Il n'y a aucun souci. Ça marche très bien. Deuxième méthode, et on recommande de ne plus l'utiliser pour les nouveaux projets, enfin de ne plus l'utiliser maintenant, c'était dans les anciennes versions de FreeRTOS. Alors c'est la première avec possibilité de destruction. Donc j'alloue la mémoire pour 3 tâches ici par exemple. Il y a la tâche 2, la tâche 3, j'en ai plus besoin, donc je la détruis. Donc ici j'ai la tâche 2 qui est dispo, j'ai la tâche 3 qui est dispo. Mais si vous voulez, imaginez que j'ai mis des boîtes là-dedans, l'empreinte de la boîte reste. C'est-à-dire que si j'arrive avec une 4e tâche qui a besoin d'un bloc mémoire plus grand que heap 2 et que heap 3, on va considérer que heap 2 et heap 3 à la fin de chaque tâche étaient de la même taille, et ben ça ne rentre pas dedans et je suis obligé de la remettre au-dessus. Vous voyez, c'est l'exemple que je vous faisais tout à l'heure. Donc les blocs qui sont libérés ne sont pas combinés entre eux. Du coup, c'est ce qu'on appelle une fragmentation. Ça va fragmenter votre mémoire, comme ça au fur et à mesure. Et donc ça va poser des problèmes. Le heap 3, c'est la même chose, sauf que, comme je vous l'ai dit, ça mélange. C'est la même chose que le 2, sauf que ça mélange l'allocation du main et l'allocation de FreeRTOS. Et du coup, ça utilise malloc et pas pvmalloc. Okay, bon, c'est transparent pour vous. Retenez que la 3, c'est la même que la 2, sauf qu'on a le main dans le heap de FreeRTOS. Alors, celui qui va nous intéresser,
Globalement, ceux qui vont vous intéresser, c'est le 1, le 4 et peut-être le 5. Mais le 4, il devient très intéressant. Parce que le 4, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de détruire les blocs mémoire dont on n'a plus besoin. Si par exemple j'ai plus besoin de la tâche, je la détruis, donc je libère de la mémoire. Et cette mémoire-là, il va la combiner. Alors vous faites attention, parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous déclarez une tâche, la tâche doit utiliser des blocs contigus de mémoire. Par exemple ici j'ai mis la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. La tâche 2, la tâche 3, j'en ai plus besoin, je libère la mémoire. Et bien en fait, quand je vais appeler le get heap free size là, pour savoir combien de taille il me reste, il va me mettre toute la taille de ça plus ça, mais c'est pas vrai. Je pourrais pas mettre une tâche qui occupe tout ça. En fait, c'est comme si j'avais deux heaps là. Je peux mettre une tâche qui occupe cette taille-là et une tâche qui occupe cette taille-là. Mais comme les blocs doivent toujours être contigus, je ne peux pas mettre une tâche qui occupe tout, sauf ma tâche 1. Ok. Donc il faut faire attention, le 4 n'est pas exempt de défauts. Donc, mais ça suffit amplement, hein. Enfin, avec cette gestion de la mémoire là, on arrive à faire des choses assez optimisées, ça pose pas de souci. Et puis ici par exemple vous désallouez la tâche 1 aussi, ben là hop, il recombine tout et il retrouve le heap total vide. Donc la 4 c'est celle qui est activée par défaut. Donc pour activer la 4 vous devez activer ceci, mais je vous rassure c'est déjà fait dans CubeMX, donc vous n'avez rien à toucher au final. Alors, ouais, quelques explications supplémentaires sur l'alignement comment est-ce qu'il alloue de la mémoire quand il aligne. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai lire ça plus en détail. Et on va arriver sur la 5. Alors, pourquoi la 5? Enfin, pourquoi est-ce que FreeRTOS propose cette stratégie numéro 5? En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, le heap, je vous ai parlé d'un bloc mémoire. Mais dans mon microcontrôleur, la mémoire n'est pas dans une seule puce en fait. Donc là, je vais vous mettre un petit comment ça s'appelle? Hop. Une petite slide que j'ai fait pour un autre cours, mais qui représente la mémoire du STM32F407 qu'on utilise. Voici, et ça, vous avez les adresses à droite. Voici le bloc mémoire, la mémoire totale. D'accord? Et cette mémoire totale, elle est répartie en plusieurs blocs. Il y a la mémoire programme, qui est le code en fait. Il y a la mémoire data, qui est celle qui nous intéresse et celle dont on parle depuis le début. Et en fait, cette mémoire data, elle est découpée ici dans le bloc SRAM. Et on voit que le bloc SRAM du STM32F407, il occupe 512 mégaoctets, ce qui est gigantesque. Mais en fait, il n'y a pas du tout 512 mégaoctets dans la mémoire. Ça, c'est l'espace adressable qui commence aux adresses 2000 millions. C'est en hexa, jusqu'à cette adresse-là. Mais il n'y a pas 512 mégas. En fait, dans le STM32F407, il y a deux chips. Il y en a un premier de 112 kilobytes, donc de 112 kilooctets, et un deuxième de 16 kilooctets. Et ça, physiquement, ils sont séparés. Ils sont séparés par une matrice de bus. D'accord? Donc pour aller accéder à cette mémoire-là, ce n'est pas les mêmes adresses que pour accéder à cette mémoire-là. Après, ils sont contigus dans le truc. Et alors, vous allez vous dire, oui, mais là j'ai dit que c'est 512 mégas adressables, et en fait, il n'y a que 112 plus 16 kilos. Ils sont où tous les mégas manquants? En fait, c'est à vous si vous rapportez de la RAM externe. Si vous rapportez de la RAM externe, en fait, vous pouvez adresser jusqu'à 512 mégabits avec ce microcontrôleur de RAM externe. Alors même plus parce qu'en fait, vous pouvez utiliser également, vous le voyez, c'est marqué externe à l'SRAM, vous pouvez utiliser encore 1 giga d'espace mémoire qui est ici. Mais alors cet espace mémoire, c'est un autre espace que celui-là. Donc après, dans votre code en C, vous allez pas dans le linker, il ne faudra pas le déclarer de la même manière.
Mais occupons-nous déjà juste de cette partie SRAM. Donc cette partie SRAM, elle est découpée en deux parties. Et en fait, le heap, quand je le déclare, avec les stratégies de 1 à 4, je ne peux les déclarer que sur un seul chip, que à l'intérieur d'un seul des deux bus ici. Et le heap 5, ben, il gère le multibus en fait. Le fait que vous allez sur deux puces différentes, physiques. Et donc voilà à quoi sert le heap 5. En fait, le heap 5, c'est un heap 4 qui gère plusieurs espaces mémoire qui ne sont pas contigus en fait. Donc là, c'est un exemple pour le STM32 L476. Parce que le L476, lui, il n'a que 2 kg sur SRAM 1 et 4 kg sur SRAM 2. Du coup, ça commence à faire un petit peu juste. Donc c'est assez pratique d'utiliser la méthode heap5. Alors, je vous rassure, c'est totalement transparent, hein. Une fois que vous avez choisi ça, vous avez l'algorithme qui tourne, qui va automatiquement, lorsque vous déclarez Toto un tableau de 100 000 mots, aller le mettre dans SRAM 1 et dans SRAM 1 et dans SRAM 2, et pour que quand vous fassiez Toto de 5 et Toto de 5000, c'est exactement la même chose pour vous dans le code. C'est transparent, d'accord. Mais voilà, avec le HIP4, en fait, si je reviens à ça, avec le HIP4, si on utilise RAM 1, ben on est limité au maximum à 112 kilobits, moins ce que va utiliser les IRQ et le main, d'accord. Alors qu'avec le HIP5, ben on rajoute 112 plus les 16 kilobits ici. Voilà. Une dernière chose, une petite dernière chose, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre gestion. Alors moi je ne l'ai personnellement jamais fait, en créant des pools de mémoire et en allouant à travers le pool la mémoire dynamiquement comme vous voulez. Donc il y a des fonctions de CMSIS qui permettent de faire ça, qui sont pool create et pool alloc. Après, on ne va pas les utiliser en SM57, mais voilà, c'est toujours bien de savoir que ça existe. Voilà pour cette partie de la mémoire. Donc c'est une partie importante à comprendre parce qu'elle elle vous est complètement abstraite, hein, une fois que vous avez ah, alors je vais revenir juste, j'ai encore juste un petit truc à vous montrer. C'est une partie totalement abstraite pour vous, puisqu'en fait une fois que vous l'avez déclaré, eh ben ça roule tout seul, hein, j'ai envie de dire, la gestion est allouée, etc. Il y a juste à faire de la config, mais il est important quand même de connaître ces notions, puisque lorsque vous allez commencer à être limite en taille et faire des overflows, en fait c'est quelque chose qui a débugué est très très compliqué à voir si vous n'avez pas activé par exemple le overflow detection dans FreeRTOS. Alors la dernière petite chose que je voulais montrer déjà dans la vidéo d'introduction, hein, mais vous avez ici un petit summary de la total heap size, quelle config est là. Vous voyez déjà, moi j'ai mis 15 000, j'avais mis 15 kilooctets et là il me dit que j'en ai plus que 13,9 parce que tout ce qui est kernel, tout ce qui est service, ça va en manger un petit peu. Pardon. Et puis après, vous voyez ce qu'occupent les tasks, ce qu'occupent les queues, etc. Donc tout ça, je vous rappelle, hein, c'est vide. C'est au moment de la création, hein. Donc faites attention à ça. Au moment de la création, c'est vide, tout se passe bien. Après, vous allez les peupler en créant des fonctions, des variables dedans. C'est pour ça aussi qu'il vous propose ici, dans user constant, de déclarer déjà tous vos variables, etc. Ce qui permet, lui, de calculer un petit peu le heap usage automatiquement comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.